Je vous propose la suite de ma précédente vidéo sur l'étude du Dr Young-Mi Lee et du Dr Daniel Broudy, concernant la potentielle présence de nanotechnologies dans les injections. Étude bien évidemment fustigée, ce à quoi je m'attendais. Cependant, je ne m'attendais pas à ce que l'auteur de la vidéo, le Dr John Campbell, la supprime, par doute de sa solidité scientifique. Je l'ai identifié à plusieurs reprises sur X, afin de savoir s'il souhaitait que je supprime ma traduction. N'ayant pas obtenu de réponse, j'ai pris la décision de la laisser en ligne. Pour plusieurs raisons, notamment car je trouve malheureux de supprimer ces informations. Leur suppression systématique ne permet à personne d'y voir clair et de prendre du recul. En effet, ces études et observations faisant état de potentielles nanotechnologies à l'intérieur des injections sont majoritairement balayées d'un simple revers de la main, ridiculisées, leurs auteurs sont copieusement insultés et on débouche sur l'éternel « circuler, il n'y a rien à voir ». Mais revenons à l'article de Lee et Broudy. On leur a reproché de ne pas être qualifiés, avançant qu'une gynécologue et qu'un linguiste n'avaient aucune compétence pour tirer de telles conclusions. Lee s'en explique dans une interview réalisée par le docteur Anna Mialcea, qui fait aujourd'hui partie de ceux qui ont le plus creusé la question des nanotechnologies dans les injections. Gynécologue travaillant dans une clinique et membre de Korea Veritas Doctors for COVID-19, ou les médecins de Corée pour la vérité sur le Covid-19, Lee a tiré la sonnette d'alarme en constatant une augmentation flagrante de diverses maladies à la suite du début des campagnes d'injection. Saignement utérin, problèmes cardiaques, bref, la même chose que chez nous. Vous vous en douterez, quand elle a essayé de contacter la presse ou de faire passer le message sur Internet ou sur YouTube, elle a immédiatement été censurée. Elle a donc porté plainte contre le gouvernement coréen et ses agences de régulation. Au bout d'un an, le tribunal a statué sur un non-lieu. Si ce qu'elle avançait était réellement aussi stupide et faux, il n'y aurait pas eu de non-lieu. Elle aurait simplement perdu son procès. C'est à ce moment-là qu'elle a décidé d'écrire un article pour faire passer le message à l'international. Ayant un anglais limité, c'est là qu'elle a fait appel à Daniel Broudy pour l'aider à rédiger son article. Daniel Broudy, qui plus est, avait déjà rédigé plusieurs articles sur le sujet du totalitarisme et des nanotechnologies. Maintenant que la lumière est faite sur pourquoi diable une gynécologue et un linguiste ont-ils donc mené une étude sur la composition des injections, nous allons pouvoir passer à la suite. Mais avant, un petit commentaire. En effet, il est quand même hallucinant d'en arriver à se poser de telles questions. Pourquoi ne connaissons-nous toujours pas le contenu exact des fioles ? Pourquoi certains lots se sont-ils avérés plus dangereux que d'autres, comme cela a été démontré à maintes reprises ? Pourquoi les organismes de régulation n'ont-ils pas mené ces études ? Pourquoi les campagnes d'injection et la réponse à ce qui a été censé être un problème sanitaire s'est-il fini en conseil de défense et avec d'autres institutions militaires dans différents pays ? Les réponses sont plus ou moins claires, mais je réitère ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo. Si ceux qui critiquaient les observations de nanotechnologie dans les injections passaient plus de temps à prendre des microscopes pour analyser leur contenu, on avancerait quand même plus vite. Malheureusement, ça n'a pas l'air d'être au programme. Une toute nouvelle étude utilisant un microscope extrêmement puissant a examiné le contenu de 4 vaccins Covid différents. Dans cette étude, les auteurs affirment avoir trouvé des nanostructures artificielles, qu'ils qualifient de nanostructures auto-assemblées, qui ressemblent à ceci. Ces nanostructures n'ont été trouvées que dans les vaccins contenant de l'ARNM, et leurs formes vont des cristaux aux nanotubes en passant par les filaments et les spirales. Nous avons constaté que la forme de ces structures changeait avec le temps et qu'elles réagissaient particulièrement aux champs électromagnétiques externes. Mais avant de s'enthousiasmer, cette étude pose de sérieux problèmes. Tout d'abord, il n'y a pas d'enregistrement ORCID accessible au public pour cette chercheuse, de sorte que nous ne savons pas si elle a publié quoi que ce soit dans le passé, ni quelle formation elle a reçue. Ensuite, elle est gynécologue, et bien que cela ne soit pas nécessairement un problème, nous voulons vraiment que cette étude soit réalisée par des biologistes moléculaires qui disposent des ressources et des outils nécessaires pour s'assurer de la validité de l'étude. Ensuite, le laboratoire n'est enregistré nulle part à ma connaissance et nous n'avons donc aucun moyen de savoir s'il s'agit d'un environnement stérile. Cela signifie que les choses que nous observons ici pourraient simplement être des artefacts. L'introduction revient sur les critiques qui ont été faites à l'étude. Concernant le numéro ORCID du Dr Young-Mi Lee et la localisation du laboratoire, je lui ai envoyé un email, auquel elle a répondu en moins de 24 heures.
Son numéro ORCID est bien référencé. Elle m'a dit l'avoir créé il y a quelques semaines pour la crédibilité de l'étude. L'adresse du laboratoire, quant à elle, visait à brouiller les pistes. Comme elle le précise dans son interview, il fallait être très prudent, car le gouvernement et les agences de régulation coréennes traçaient les mouvements des fioles. En obtenir à des fins d'analyse a donc été, d'après elle, quasiment mission impossible. Comme le souligne l'auteur de la vidéo, il faut effectivement garder la tête froide face à n'importe quelle affirmation scientifique. Il est d'ailleurs intéressant de souligner qu'une réponse à l'étude de Lee et Brody a été faite par Anna Ulrich, une biochimiste allemande. Pour elle, circuler, il n'y a rien à voir, pas de nanotechnologie, que de la protéine spike et des cristaux de cholestérol. Ou non. Attendez. Quand même, il y a quelque chose à voir, mais d'après elle, ce ne sont que des problèmes mineurs. Tamara Tuminen, une biologiste finlandaise, a répondu à son tour à Anna Ulrich. Je cite. « Ce raisonnement, celui d'Ulrich, n'exclut pas la présence d'impuretés mineures, qui ont été détectées par des techniques d'analyse très sensibles, comme l'ont également noté Lee et Brody. » Tuminen commente. Comment l'auteur sait-elle que les impuretés sont mineures ? Selon quelle logique est-il raisonnable de supposer que 10 000 milliards de nanoparticules préparées synthétiquement, qui impliquent quelque chose qui ressemble beaucoup au type de nanotechnologie qui, selon Ulrich, ne peut être déduit des entités étranges documentées dans la recherche fiable et entièrement cohérente de Lee et Brody, sont sûres et efficaces. Comment savons-nous qu'elles ne sont pas excessivement nocives ? Ulrich affirme qu'elle n'a pas réalisé d'études expérimentales sur le contenu des injections. Fin de citation. Encore une fois, on constate que ceux qui disent qu'il n'y a rien à voir n'ont pas pris la peine de faire le travail d'analyse des fioles. Tuminen conclut ce paragraphe. De plus, l'explication qu'elle fournit pour expliquer comment les 10 000 milliards de chevaux de Troie introduits clandestinement dans les cellules du corps, qui contiennent tous des nanomatériaux toxiques, peuvent rester inoffensifs est loin d'être rassurante. Ulrich se contredit d'ailleurs plusieurs fois. Elle affirme à la fois que ce sont des impuretés mineures, mais affirme plus loin que bien que les fameuses nanoparticules lipidiques ne soient pas toxiques, ce qu'elle rejette est effectivement bien toxique. Cherchez l'erreur. Elle finit par dire que leur activité cytotoxique, toxicité potentielle d'un agent chimique pour la cellule, peut être évaluée, comme c'est le cas pour d'autres produits pharmaceutiques traditionnels. Alors premièrement, non, ce ne sont pas des produits pharmaceutiques traditionnels. Cependant, oui, ils peuvent être évalués. Encore faudrait-il savoir quels sont-ils réellement, et pour ça, il faudrait que des gens possédant des moyens financiers et du matériel de pointe analysent le contenu des fioles. Pour ce faire, Tuminen invite Ulrich à se rapprocher de Lee et Brody afin de collaborer pour, je cite, « aider à découvrir comment se fait-il qu'au moins certaines de ces étranges structures auto-assemblées semblent réagir à l'exposition à des champs électromagnétiques. » Et pendant que j'écris cette vidéo, nouveau coup de théâtre. C'est au tour de Lee et Brody de répondre directement à Ulrich, dans un article de 13 pages publié le 17 septembre. Ils ouvrent leur article avec une citation du professeur Jan Akildis, pionnier dans le domaine de l'IOBNT, définition que nous verrons plus tard. And then here, into another BioNano things, these are for the health applications. I did also a lot of research on that the last 15 years. BioNanoscale machines, but these are for the, injecting into the body and always monitoring the health problems. And that is also really going really well, like with these COVID vaccines, it's going that direction. These mRNAs are nothing than small-scale, nanoscale machines, right? They are programmed and they're injected. And then into another nanoscale things. So those will be part of 7G and beyond. Je vous laisse vous asseoir un peu sur les affirmations de cet homme. Tout au long de leur article, ils répondent à Ulrich, en commençant par la remercier chaleureusement de sa réponse. Ils persistent et signent. Pour eux, il y a bien une potentielle présence de nanotechnologie à l'intérieur des injections. Ils expriment leur désaccord avec l'analyse d'Ulrich. Je précise qu'Ulrich présuppose que ce que Pfizer et Moderna disent de leurs produits,
ce qu'ils contiennent et comment ils sont censés fonctionner, est nécessairement vrai. Je ne rentrerai pas dans tous les détails, l'article est court, je vous laisserai le lire. Cependant, il est important de mentionner que dans leur réponse, ils précisent qu'Ulrich a totalement ignoré les interactions entre les objets observés et les champs électromagnétiques. Je cite. Ulrich, cependant, ne traite pas de cette découverte, mais l'ignore, esquivant ainsi un élément clé de preuve potentielle pour les interprétations même qu'elle rejette. Nous ne pouvons localiser aucune littérature, ni aucun précédent, concernant le cholestérol et ou les lipides capables d'expliquer la réactivité du produit Moderna aux champs électromagnétiques. Il conclut le paragraphe en disant que les preuves qui ne soutiennent pas l'interprétation d'Ulrich ont été ignorées, ce qui est un grand classique. Loin d'être dogmatiques dans leur posture, ils cherchent justement à collaborer, afin d'obtenir des réponses. Je cite. « Parce que nous travaillons dans des disciplines divergentes et admettons que l'histoire de la nanotechnologie injectable au service d'un nouveau paradigme de réseautage basé sur l'humain semble relever de la fiction fantastique, nous pensons toujours qu'il est imprudent d'ignorer cette volumineuse littérature scientifique. Car effectivement, comme nous allons le voir, cela ne sort pas du chapeau de ceux qui ont analysé le contenu des fioles. Mais on pourrait en rester là, si et seulement s'ils avaient été les uniques chercheurs à observer ce genre de phénomène. Poursuivons avec la traduction. Cela étant, même si je ne suis pas un scientifique, je pense qu'il faut être très prudent face à ces résultats. Mais même si nous découvrons que l'étude est fausse, vous ne savez peut-être pas qu'il existe de nombreux autres témoignages. Nous parlons de plus de 40 ou 50 témoignages individuels de scientifiques ayant une véritable expertise dans le domaine qui ont trouvé quelque chose de très similaire. Ils ont trouvé des nanostructures 3D dans les vaccins et certains auteurs ont spéculé ou dit qu'elles ressemblaient beaucoup à des nanofibres de carbone et qu'il pourrait s'agir d'oxyde de graphène. Pour venir compléter ce que l'on vient d'entendre, je vous conseille entre autres d'aller consulter l'article de David Hughes, What is in the so-called COVID-19 vaccines, Part 1, Evidence of a Global Crimes Against Humanity, ou Que contiennent les soi-disant vaccins Covid-19, Partie 1, Preuve d'un crime mondial contre l'humanité, qui vient lister pas moins de 26 études sur le contenu des injections de 16 pays différents, s'interrogeant majoritairement sur la même chose, c'est-à-dire la potentielle présence de nanotechnologie, ou tout du moins constatant la présence d'objets non identifiés. Je veux bien que la nature fasse parfois des formes géométriques, des angles, des bords plus ou moins droits, mais bon, j'avoue rester sur ma faim concernant certaines images. J'en profite pour faire une petite parenthèse. En fouillant sur le site de David Hughes, quelle n'a pas été ma surprise de tomber sur un article soutenant le docteur Judy Wood. Pour ceux qui n'ont pas encore vu les émissions de Kaji sur le front médiatique et ma traduction de la conférence de Judy Wood, je vous conseille vivement d'aller y jeter un œil, et je vous laisse tous les liens en description. Le Dr Wood vient ébranler toutes les certitudes autour du 11 septembre, de la théorie officielle à la théorie alternative, en introduisant l'utilisation d'armes à énergie dirigée. Les tours ne se seraient pas effondrées, mais elles seraient tombées en poussière. Judy Wood, au même titre que les chercheurs dont nous parlons ici, présente un arsenal de preuves déconcertantes, totalement incompatibles avec la théorie de la termite ou de la démolition contrôlée conventionnelle. Preuves qui sont souvent ignorées, car elles ne collent pas avec les théories les plus en vogue et perturbent trop notre champ actuel de connaissances. Revenons-en à nos injections. Encore une fois, on pourrait tout balayer d'un revers de main, se dire que tout ça n'est que pure fantaisie, des fantasmes transhumanistes à la Terminator. On a vite fait de se demander quelle serait l'utilité de tels dispositifs, ce qui est par ailleurs une très bonne question à ne pas négliger. Écoutons la suite de la vidéo. À ce stade, au vu des nombreuses découvertes, je suis convaincu qu'ils ont mis un certain type de nanotechnologie au moins dans certains lots. La question est de savoir pourquoi. Étant donné que l'oxyde de graphène ne figurait absolument pas sur la liste des ingrédients, vous vous demanderez peut-être ce qu'il pouvait bien faire là-dedans, et vous serez peut-être étonné d'apprendre ce que la science dit à ce sujet. Disons simplement que la réalité est bien plus étrange que la fiction de nos jours. Et si vous ne me croyez pas, jetez un coup d'œil à ce qui suit. Il s'avère que les scientifiques travaillent sur l'oxyde de graphène depuis très longtemps, en particulier dans le contexte des micro- et nanorobots. Vous vous demandez peut-être ce que sont les micro-robots et les nanorobots. Ce sont des minuscules machines, des éléments de technologie.
Ils sont invisibles à l'œil nu. Vous ne pouvez pas les voir, mais ces choses peuvent être implantées dans le corps, soit par injection, soit par inhalation, soit même par l'intestin. Ils peuvent être programmés pour obtenir certains effets, sur des organes, des tissus ou même sur des cellules spécifiques. Ainsi, pour administrer des médicaments ou modifier l'expression des gènes, ils doivent être entraînés ou alimentés par une source d'énergie externe. Il peut s'agir de la chaleur du corps ou de la lumière UV, mais une grande partie de la recherche s'intéresse aux champs magnétiques externes pour alimenter ces objets. Ils peuvent être utilisés comme ce que l'on appelle des biocapteurs. Ils peuvent donc recevoir des informations de sources externes ou internes et les transmettre. On peut les comparer à une puce ou à un minuscule routeur Wi-Fi qui se trouve dans les cellules et qui peut littéralement absorber les radiations et également transmettre des informations à des sources externes. À ce sujet, vous pouvez voir dans cet article que ces chercheurs ont récemment mis au point une sonde télécommandée capable de cibler des cellules spécifiques. Et il se trouve que l'oxyde de graphène est l'un des matériaux clés qu'ils utilisent pour ces robots nanométriques. Ce domaine de recherche est plus largement connu sous le nom de nanorobotique. Il constitue la base de ce que l'on appelle aujourd'hui The Internet of Bio-Nano-Things ou IOBNT. Il s'agit essentiellement d'une forme de transhumanisme. L'IOBNT est envisagé comme un réseau hétérogène de dispositifs biologiques à l'échelle nanométrique appelés bio-nano-choses, qui communiquent par des moyens non conventionnels. Il s'agit donc de communication moléculaire dans des environnements non conventionnels, par exemple à l'intérieur du corps humain. Le principal objectif de cette nouvelle structure en réseau est de permettre une interaction directe et transparente avec les systèmes biologiques pour une détection et un contrôle précis de leur dynamique en temps réel. Cela signifie utiliser des nanorobots pour contrôler les systèmes vivants, c'est-à-dire le corps humain. Bien sûr, cette nouvelle frontière technologique a été présentée comme une percée médicale qui révolutionnera le traitement des maladies chroniques. Cependant, il est important de comprendre que cette technologie n'a pas seulement suscité l'intérêt du monde médical. En fait, les principaux acteurs qui financent cette recherche sont notamment la DARPA et d'autres agences de renseignement militaire. En fait, ils en parlent depuis des années. En 2006, un livre a été publié sous le titre de « Nanotechnologie militaire, application potentielle pour le contrôle préventif des armes ». Voyons ce qu'ils disent. Il y a une section ici, 4, 3, 6, sur les opérations contre les systèmes biologiques et les humains. Les systèmes vivants peuvent donc être influencés, endommagés ou tués à l'aide de la nanotechnologie militaire par différents mécanismes. Ils parlent des différentes façons dont ils peuvent potentiellement employer ce type de technologie contre les êtres humains. On a donc l'impression qu'il s'agit d'un contexte d'opposants militaires. Cependant, nous savons qu'ils utilisent probablement cette technologie contre la population générale. De nouvelles actions de l'extérieur par des amas de petits systèmes, obstruction du nez et de la bouche, couverture des yeux et du visage, blocage mécanique des doigts, des bras, des jambes, création de couches glissantes sur le sol. D'accord, vous pouvez voir comment cela peut être utilisé pendant la guerre. Maintenant ceci, les agents chimiques ou biologiques traditionnels ou nouveaux, y compris l'application par injection. Intéressant. Pénétration dans le corps humain par action microscopique. Dans les organes, dommages mécaniques, obstruction des artères, induction de leur contraction. Ensuite, il est même question des cellules elles-mêmes. Dans les cellules, la modification du métabolisme ou de l'ADN dans les cellules nerveuses et le cerveau. Interférence avec la perception, la pensée ou l'activité motrice. Le contrôle de l'humeur générale, les sensations de douleur. Le contrôle de la pensée. C'est ce dont il parlait en 2006. Pour aller plus loin, consultez ce récent livre, publié par un employé ou un conseiller de l'OTAN. Il s'appelle la guerre cognitive. Il parle de cette nouvelle frontière de la guerre, qui comprend l'utilisation des nanotechnologies. Je précise pour ceux qui l'ont manqué que j'ai entièrement traduit ce rapport de l'OTAN en octobre 2021, en même temps qu'une conférence de James Giordano intitulée « La guerre cognitive contre les peuples ».
En complément, Joe Masso a récemment traduit une conférence du Dr Charles Morgan, Guerre et neurobiologie. Comme d'habitude, vous trouverez tous les liens dans la description. L'utilisation des neurosciences et de la technologie pour obtenir des effets militaires n'est pas nouvelle, mais la révolution et la convergence des nanotechnologies, des biotechnologies, des technologies de l'information et des sciences cognitives, y compris le progrès de la génomique, offre la possibilité de développer des technologies à double usage. Selon lui, il existe un large éventail d'applications militaires telles que l'amélioration des performances des soldats. Ils veulent créer des super soldats augmentés. Nous savons que c'est ce qu'ils veulent faire. Le développement de nouvelles armes, telles que les armes à énergie dirigée, a déjà fait l'objet de discussions. Des armes à énergie dirigée ? Je croyais que ça aussi c'était de la science-fiction. Là aussi, vous seriez étonné de l'interminable liste de brevets et d'études, ainsi que les milliards alloués à ce sujet. Mais ce sera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo. L'utilisation des neurosciences et de la technologie à des fins militaires et de renseignement est réaliste et représente une préoccupation claire et actuelle. Ils le font déjà. Les productions de la recherche neuroscientifique et technologique peuvent être utilisées pour affecter les éléments suivants: mémoire, apprentissage, vitesse cognitive, cycle de veille et de sommeil, fatigue et vigilance, contrôle des impulsions, humeur, anxiété et perception de soi, prise de décision, confiance et empathie, mouvement et performance. Il poursuit en disant: dans la guerre militaire, la modification de ces fonctions peut être utilisée pour atténuer l'agression et favoriser les cognitions et les émotions d'appartenance ou de passivité, induire la morbidité, l'invalidité ou la souffrance, et neutraliser les adversaires potentiels ou entraîner la mortalité. En d'autres termes, les militaires ont activement cherché à trouver des moyens de modifier non seulement la physiologie des gens, mais aussi leur perception, leurs émotions, leurs cognitions, leur façon de se sentir et de se comporter. Comme je l'ai dit, ils l'ont conçu dans le contexte de la guerre. Mais qu'en est-il de la désobéissance civile ? Des personnes qui ne sont pas d'accord ou qui ne se conforment pas au système. Qu'est-ce qui nous fait penser qu'ils n'emploieraient pas cela contre des personnes considérées comme dissidentes au système ? Nous savons que les États-Unis ont une longue tradition d'utilisation d'agents biologiques et chimiques à des fins expérimentales contre leur population. C'est factuel. Nous savons également qu'ils ont accès depuis longtemps à la technologie des champs électromagnétiques. Cette technologie peut être utilisée, et l'a probablement déjà été, contre la population pour diverses raisons dans le passé. Et nous voyons que les scientifiques ont travaillé sur ces types de nanorobots, dont nous savons qu'ils peuvent avoir un effet sur la fonction cellulaire, qui peuvent libérer des médicaments, des hormones, affecter des systèmes de neurotransmetteurs, qui peuvent potentiellement cibler des régions spécifiques, des cellules spécifiques. Comment savoir qu'ils ne vont pas cibler des régions spécifiques du cerveau ? Nous savons que ces trucs existent déjà. Nous savons que des études ont été menées sur les sondes de contrôle à distance. Il est possible d'exposer ces sondes à un champ électromagnétique externe et de régir ou de diriger leurs fonctions à l'intérieur du corps. C'est de la pure folie. Il ne s'agit donc pas d'une simple conspiration, c'est à la pointe de la recherche scientifique. Il faut juste savoir où chercher. Nous savons que le complexe militaro-industriel a financé ces recherches. Ils ont cherché à savoir comment mettre cela en œuvre dans le contexte de la guerre. Mais si nous mettons les deux ensemble, et si nous tenons compte de toutes les preuves abondantes que ces nanostructures ont été trouvées dans les vaccins, que cette nouvelle étude soit complètement fausse ou non, nous savons qu'il y a de nombreux autres cliniciens, scientifiques, médecins, qui ont fait des expériences similaires et ont trouvé des choses similaires. Ils ont supposé qu'il s'agissait probablement d'oxyde de graphène, et nous savons aussi que l'oxyde de graphène est utilisé pour les nanorobots. Il est utilisé comme semi-conducteur, ou fait partie de la structure de ces nanorobots pour les rendre conducteurs et leur permettre de recevoir et de transmettre des informations. Si nous prenons tous ces éléments en compte, je ne pense pas qu'il soit exagéré d'envisager la possibilité qu'à un moment donné, dans certains lots, ils aient implanté cette technologie et qu'elle soit utilisée comme une sorte d'expérience. Bon, c'est bien beau, mais tout ça, c'est aux États-Unis. Qu'en est-il de l'Europe et de la France ? Eh bien, là aussi,
vous avez une flopée de brevets, tous plus délirants les uns que les autres. Je remercie beaucoup Guillaume qui a accepté de partager une partie des recherches de son collectif Soignants Militants que vous pouvez retrouver sur Twitter. Écoutons-le à ce sujet. Oui, merci Jeanne de t'intéresser à nos travaux. C'est des recherches menées par le groupe Les Soignants Militants. Ça fait 3-4 ans qu'on s'intéresse à ce qui se passe là dans le monde autour de ces injections Covid pour essayer de comprendre ce qui se passe. Et assez rapidement, on a été alerté par des gens qui regardaient dans les microscopes et par ceux qui fouillaient dans la bibliographie scientifique et qui sont tombés sur ce qu'on appelle IOBNT, Internet of Bio-Nanothings. Et ce qui est le plus choquant, en fait, c'est qu'il y a pas mal de gens qui veulent absolument pas parler de ce sujet de IOBNT. Et c'est tellement partout et c'est tellement compréhensible que ça sera le marché de la santé connectée de demain que c'est pas entendable de pas vouloir explorer ce chemin scientifique pour alerter les gens et puis pour comprendre ce qui va se passer demain, quoi. Donc plus on nous empêche de regarder ou on nous dit qu'il faut pas regarder, plus on regarde et plus on fait les liens entre les choses, quoi. Donc on pense qu'il faut absolument mener des études approfondies dans l'observation par des microscopes de qualité des contenus des fioles et puis du sang aussi des personnes injectées. Ça, c'est le premier point. Et puis il faut continuer de creuser dans la bibliographie pour arriver à faire les rapprochements nécessaires et peut-être arriver à la conclusion qu'en fait on est dans des périodes où on teste massivement sur les populations des nouvelles technologies futures qui sont beaucoup plus avancées que ce que les gens peuvent imaginer. Donc l'objet, en fait, c'est de pouvoir à terme connecter des êtres biologiques à l'Internet pour pouvoir les monitorer. Donc pour en arriver là, il faut quand même passer des étapes et il faut tester les systèmes sur des gens. Donc on n'a pas la certitude que c'est ce qui s'est passé et que c'est en cours, mais il y a beaucoup d'informations qui nous amènent à au moins caresser l'hypothèse. Donc c'est de ça dont il faut parler et je vais donner là tout de suite quelques éléments concrets. Donc ce que je voulais vous montrer, c'est que quand on cherche 5 minutes sur internet, il y a énormément de choses à trouver autour de Cordis Europa, lié à la Commission européenne. Par exemple, là vous avez un document qui explique qu'avec une date de démarrage au 1er mars 2021, on va chercher comment connecter sans fil le cerveau humain avec les machines. Donc quand on vous dit qu'il y a une réelle volonté de connecter l'homme à l'internet, c'est pas du délire de complotiste. Il y a de l'argent public aujourd'hui qui est utilisé pour arriver à ces objectifs. Et vous pouvez chercher, vous allez trouver beaucoup de bourses de recherche allouées à des scientifiques souvent regroupés en équipe mondiale pour avancer dans ces voies de connecter l'homme à Internet. Donc fouillez sur Cordis Europa. Ensuite, là on a un document PubMed NIH qui expliquait en fait qu'il fallait faire une vaccination de masse pour lutter contre la Covid-19 et il donnait des idées. Et là vous pouvez lire les adjuvants du vaccin Covid-19 peuvent être choisis parmi les liposomes ou d'autres types de nanomatériaux composés par exemple d'oxyde de graphène, de nanotubes de carbone, de micelles, d'exosomes, de vésicules membranaires, de polymères ou de nanomatériaux métalliques. Donc il y a beaucoup de personnes effectivement qui parlent de graphène ou d'oxyde de graphène actuellement dans la résistance. Donc il y a un petit peu une guéguerre entre les différents groupes. Sauf que je veux juste vous montrer que cette histoire de graphène là, elle sort pas du cerveau malade d'un complotiste. En fait, quand vous cherchez dans les documents scientifiques, notamment ceux liés autour de Internet of Bio-Nanothings, vous retrouvez énormément cette notion de graphène.
Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, là où on a un autre document, par exemple, nanocomposite d'oxyde de graphène magnétique pour la sélection et la séparation des ARNM. Donc, d'après ce qu'on nous a dit, on injecte des nanoparticules lipidiques dans les gens qui véhiculent de l'ARNM, qui vont ensuite être lus par les ribosomes pour s'exprimer en protéines spike. Donc bon, on sait que il y a aussi de l'ADN, il y a des traces d'ADN dans les vaccins, et que il y a peut-être pas qu'un type d'ARNM, parce que de toute façon, on ne sait pas exactement ce que ça fabrique dans les personnes. Donc la technologie, de toute façon, n'est pas apparemment maîtrisée. En tout cas, c'est ce qu'on nous raconte. Moi, ce que je veux juste montrer, c'est que là, on a un papier scientifique qui vous explique qu'on peut utiliser de l'oxyde de graphène pour séparer des ARNM. Donc, quand on nous raconte que le graphène, c'est un truc de fou, qu'il n'y a pas de lien avec la choucroute, faudrait m'expliquer pourquoi on a des papiers comme ça, du coup. Ensuite, vous avez ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les produits, ça vous pouvez aller trouver dans la notice, vous allez trouver qu'il y a du PEG 2000 dans les vaccins Covid. Et ce PEG 2000, il est lui-même composé d'autres éléments. Il y a du PMMA, il y a pas mal de choses un peu différentes. Et ce qu'il faut voir, c'est que ce polyéthylène de glycol, le PEG 2000, il peut être fonctionnalisé. C'est-à-dire qu'on peut lui apporter en fait des caractéristiques surfaciques, membranaires, etc., qui va le complexifier et lui donner d'autres capacités en fait. Et notamment, par exemple, on lit beaucoup dans la littérature scientifique que tel ou tel produit est fonctionnalisé graphène. Alors on retrouve encore ce graphène dans la fonctionnalisation de certains composants liés aux injections Covid. Donc on peut en fait nous dire oui, c'est des nanoparticules lipidiques, ok, d'accord, sauf que il faudrait creuser pour voir comment en fait sont constituées exactement ces nanoparticules lipidiques. Est-ce qu'elles seraient pas fonctionnalisées, et quels sont tous les différents produits qui cohabitent avec ça. Parce que nous dire c'est juste une boule de gras et puis il y a de l'ARNM dedans, je pense que c'est prendre les gens pour des cons, à la vue de tout ce qu'on trouve sur Internet. Et je vais vous donner encore un dernier exemple. Là, par exemple, vous avez un autre article de 2017. Donc, de toute façon, ces technologies ne sont pas d'hier. Où là, on vous explique semi-conducteurs à base de peptides. D'accord ? Donc, les peptides, c'est des assemblages d'acides aminés. Les peptides rentrent dans la composition des protéines. Donc, sans être un grand spécialiste international, je comprends bien qu'on peut, à partir d'un code ARNM, hacker le ribosome en lui faisant produire des protéines, donc des semi-conducteurs peptidiques auto-assemblés peuvent très bien potentiellement sortir du code source qu'a donné l'ARNM au ribosome. Donc je pense qu'on peut faire à des corps humains beaucoup de choses, et c'est ça que les gens ont du mal à appréhender et à comprendre, c'est que en fait on vous injecte des codes sources qui vont pouvoir utiliser l'ingénierie de vos corps pour déployer tout un tas de structures. Et je pense qu'il faut continuer à fouiller du côté de l'Internet of Bio-Nanothings, parce que c'est tellement énorme au niveau financier pour les années à venir que je pense que la tentation est grande de tester ces technologies sur les individus. Voilà, en te remerciant, Jeanne. Pour conclure, pour que ce ne soit pas trop long, j'ai toujours eu horreur des guerres de chapelle, des enfantillages sur les réseaux et dans la vie réelle. Je préfère m'en tenir à la simple analyse des faits, et force est de constater qu'aujourd'hui, ils sont plus que troublants et ne peuvent pas simplement être ignorés. Le but de cette vidéo était de revenir sur l'étude coréenne et de faire un rapide état des lieux, évidemment non exhaustif, pour vous préparer à la suite.
Personnellement, je ne tire aucune conclusion sur l'étude de Lee et Brody, mais cela permet de relancer un sujet qu'il est nécessaire de traiter avec sérieux. Que se passe-t-il dans ces fioles? Et que se passe-t-il réellement dans le sang des gens? Pour approfondir, rendez-vous mercredi ou jeudi pour une autre vidéo d'Anna Mialcea chez Children's Health Defense, qui, elle, a un avis bien tranché sur la question. Quand on analyse un phénomène, on ne peut pas se permettre de délaisser ce qui ne rentre pas dans la boîte la plus séduisante, de peur de la faire exploser, et cela est valable pour toutes les hypothèses. Le processus peut être inconfortable, mais à terme, salutaire. Un dernier mot pour ceux qui souhaitent se documenter sur les nanotechnologies en général. Je vous renvoie vers l'excellent travail de Pigeon Pichetou sur son site pigeonpichetou.fr. Après avoir consulté ces vidéos, on ne peut plus prétendre que ça n'existe pas et que ce n'est pas digne d'attention. Si vous souhaitez soutenir mon travail pour me permettre de vous offrir un contenu toujours plus qualitatif, n'hésitez pas à vous abonner, partager, rediffuser cette vidéo et à me soutenir sur Tipeee ou Liberapay, car l'intégralité de mes contenus est et restera gratuit. Votre contribution est donc primordiale. N'hésitez pas non plus à visiter mon site jeannetraduction.fr pour y consulter l'intégralité de mes vidéos triées par thème. Vous pouvez lui apporter de la visibilité en le partageant sur vos réseaux. Merci à tous et à très bientôt.